Votre projet est mort dans l'œuf si vous ne savez pas prendre en compte la totalité des dépenses à considérer pour le bon fonctionnement d'un bien immobilier. On va parler ici des frais pour la gestion et pour l'administration justement de vos biens immobiliers. Je vous invite à aller sur mon ordinateur, on va sur le tableau de calcul qui est ici et je vous invite à le télécharger en cliquant sur la fiche qui est juste ici parce que là on va uniquement parler simplement de cet onglet des dépenses à considérer et dans ces dépenses à considérer, il y a déjà les frais d'agence immobilière. Évidemment, ces frais-là, vous allez les payer uniquement si vous achetez un bien immobilier au travers d'une agence immobilière, mais si vous l'achetez de particulier à particulier, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas ces frais d'agence à payer. Il y aura uniquement les frais de notaire, mais ces frais de notaire-là, pour le coup, eux, ne sont pas négociables. Ils ne font même pas partie justement des dépenses à considérer parce que ce sont des dépenses que vous êtes obligé de payer. Lorsqu'on achète un bien en France, il y a un agent qui s'appelle le notaire qui va payer justement, qui va s'occuper de récolter les droits de mutation pour transférer une propriété d'une personne A à une personne B. Mais premièrement, au niveau des frais d'agence et de transaction, ceux-ci peuvent être légèrement négociables lorsque vous allez acheter un bien immobilier. Ce n'est pas parce qu'un agent immobilier vous a dit que les frais de transaction étaient de 4% qu'ils ne peuvent pas être de 3 ou de 2,5%. De manière générale, plus le bien immobilier sera cher, moins les frais d'agence seront élevés et inversement, lorsque les biens immobiliers seront petits ou peu onéreux comme des places de parking ou des studios, alors les frais d'agence peuvent monter à 5 ou 6%. On va donc aller sur mon ordinateur et on va voir les premières dépenses à considérer. Premièrement, il y a les frais de transaction. Les frais de transaction, ce sont les honoraires que va vous facturer un agent immobilier pour justement gérer une transaction. Sauf que les frais de transaction sont dans la quasi-totalité des cas payés par le vendeur. D'accord ? Il n'empêche que le vendeur va le payer à l'agent immobilier avec l'argent que vous, acquéreur, vous allez lui donner. Donc, indirectement, c'est vous qui allez payer les frais de transaction. Vous devez donc les négocier même lorsque vous êtes à la visite justement avec un agent immobilier. Admettons que si vous demandez à un agent immobilier, voilà, j'aimerais proposer 150 000 euros, il va vous dire, ok, 150 000 euros, ça fait 142 000 euros ou 145 000 euros net vendeur pour mon client. Ça veut dire que l'agence immobilier va facturer 5 000 euros d'honoraires pour avoir vendu le bien immobilier. Eh bien, si vous faites une négociation et que l'agent immobilier accepte de baisser un petit peu sa commission, ça vient ici du coup réduire les frais d'agence et vous faites du coup une meilleure opération. C'est très souvent que les agents immobiliers vont accepter parfois de baisser leur commission, surtout s'ils sont dans des périodes où, comme en ce moment, il y a peu de transactions qui se font parce que les taux sont élevés, alors ils vont accepter parfois, évidemment, de baisser leur commission d'agence. Après, il y a tout ce qui est frais d'agence pour la gestion locative. Les frais d'agence pour la gestion locative, ce sont les frais qu'une agence spécialisée en gestion locative va vous facturer pour que le bien immobilier soit mis en location, pour que l'agence immobilière puisse générer les quittances mensuellement, vérifier que le locataire a bien payé son loyer. Entre vous et moi, la meilleure façon d'économiser les frais d'agence, c'est de gérer vous-même votre bien immobilier. Si vous achetez un bien immobilier qui est situé à moins de 1 heure de chez vous, vous allez voir que ça va vous prendre vraiment très peu de temps. Et si vous prenez des logiciels type Rentila ou Je déclare mon meublé, ils vont automatiser la grande partie du travail, comme la génération de quittances, vérifier que le locataire a bien payé, etc., etc. Le plus dur à gérer avec un locataire, c'est s'il est en impayé. Mais là, pour le coup, on vient à la 4e ligne. Si vous prenez une garantie loyer impayé, vous n'aurez rien à faire, mis à part déclarer le fait que votre locataire ne paye pas son loyer et c'est eux ensuite qui en prennent la charge. Mais si vous êtes à proximité immédiate ou à moins d'1 heure de votre logement, ne vous embêtez pas avec une agence immobilière qui va vous gérer votre bien immobilier. Faites-le vous-même. À la rigueur, sous-traitez-le lorsque vous aurez 5-6 biens immobiliers. Mais je connais une personne qui s'appelle Arnaud, dont le témoignage est sur mon site internet. Si vous voulez aller voir, il a généré 4 millions d'euros de biens immobiliers avec notre accompagnement en seulement 3 ans. Il gère la totalité de son parc immobilier. Il pointe tous les mois les 25 000 euros de loyer qui tombent sur son compte en banque. Donc si vous voulez aller voir son interview, allez sur la fiche que je vous mets ici. C'est directement les témoignages clients que nous avons. Et vous allez voir, le témoignage d'Arnaud, il est particulièrement inspirant. Après, il y a l'assurance PNO. L'assurance PNO, elle vous coûte environ 0,12% du loyer annuel de votre loyer. Ça veut dire quoi? C'est l'assurance propriétaire non occupant. Ça veut dire que cette assurance qui est obligatoire, je vous le rappelle, elle va
couvrir la carence d'assurance de vos locataires. Si vous avez un immeuble qui est constitué de 5 appartements et que parmi ces appartements, vous avez un locataire qui oublie de renouveler son assurance multirisque habitation et qui met le feu à l'immeuble par exemple, c'est votre assurance propriétaire non occupant qui va justement prendre le relais. Donc, vous avez cette assurance qui est là. Honnêtement, à 0,12%, il n'y a pas grand chose à négocier. Je vous conseille ici pour la PNO de prendre des grandes institutions comme AXA, Swiss Life, Groupama, bref, je ne vais pas toutes les citer, mais prenez une assurance multirisque, propriétaire pour la propriétaire non occupant, parce que ça va vraiment bien fonctionner. Donc ensuite, dans les charges que vous devez également considérer, si vous êtes un investisseur intelligent, comme je l'ai dit avant, vous devez prendre une garantie loyer impayé. C'est obligatoire et c'est le fait de prendre des garanties loyer impayé qui va faire que les banques vont accepter de vous financer des biens immobiliers, même si vous êtes en situation de surendettement. Parce que la banque verra qu'il y a une garantie sur le paiement du loyer et que c'est le paiement du loyer qui va payer le crédit, que ce n'est pas votre revenu qui va payer crédit de votre investissement locatif, mais bien le loyer. Et si le loyer est garanti, alors le remboursement du crédit est garanti. C'est aussi simple que ça. Et si vous êtes à 2,20%, comme je le mets ici, que je vous mets dans la colonne I du tableau, vous avez déjà un bon ratio. Vous avez des garanties loyer impayé qui vont vous prendre jusqu'à 4% du montant. Moi, je travaille avec différentes garanties loyer impayé comme ce que vous pourrez mettre en cliquant ici sur le i, vous en aurez différentes indications, vous verrez que c'est des choses qui se mettent en place très facilement. Mais si vous voulez que ça fonctionne, la garantie loyer impayé, vous devez bien sûr prendre un locataire qui sera éligible aux conditions d'éligibilité des garanties loyer impayé. D'où l'importance de toujours acheter des biens immobiliers dans des zones géographiques pour lesquelles il y a une forte tension locative. Parce que si, lorsque vous mettez votre bien en location, vous avez 30 candidats locataires qui se bousculent au portillon pour louer votre bien immobilier, alors vous aurez l'embarras du choix sur celui qui a le meilleur dossier, notamment un dossier qui rentre dans les clous par rapport aux garanties loyer impayé. En revanche, si vous achetez dans une ville qui se dépeuple et où il est compliqué de trouver un locataire et que vous avez qu'une candidature par mois, vous allez être tenté de prendre le premier qui vient, sauf que le premier qui vient, la plupart du temps, ça va être une personne qui n'aura pas le profil éligible aux garanties loyer impayé. Il sera peut-être éligible à Visal. Dans ces cas-là, prenez le dispositif Visal, ça marche très très bien. Mais voilà, toujours prendre une garantie loyer impayé. Moi aujourd'hui, sur les 28 baux de location que j'ai, donc les 28 locataires, j'ai 28 garanties loyer impayé. Voilà. Tout simplement. Après, il y a la provision pour charge. La provision pour charge, attention, c'est ce que vous allez rajouter en plus justement du loyer. Lorsque vous dites à votre locataire, voilà, le logement va vous coûter 500 € par mois plus 40 € de charge, ce sont ces fameuses 40 € de charge qu'il y a en plus. Mais ce sont des charges justement que vous allez prendre, d'accord, parce que vous allez avancer les frais. Vous allez provisionner les frais de fonctionnement de l'immeuble pour payer l'électricité des parties communes, pour payer par exemple la quote-part par rapport au gardien, par rapport à l'entretien de l'ascenseur, etc., etc. Donc cette provision, c'est uniquement une case qui est mise dans le tableau pour que vous puissiez bien la prendre en compte dans le calcul du loyer que vous allez pratiquer. Je vous dis ça parce que il y a parfois des appartements dans lesquels les charges sont énormes, notamment dans les appartements de grande hauteur, dans les très grandes copropriétés, lorsqu'il y a gestion d'espace vert, lorsqu'il y a porte automatique, lorsqu'il y a différents ascenseurs, lorsqu'il y a des gardiens. Mais lorsque vous achetez un bien immobilier locatif dans une petite copro où il y a 5 appartements dans une copropriété qui n'a pas d'ascenseur, qu'il y a juste une porte avec un digicode, mais qu'il n'y a pas de gardien ni de choses qui coûtent cher à entretenir mensuellement, vous aurez des charges qui seront toutes petites. Moi, dans les immeubles que j'ai, je suis pour un loyer à 500 €, je vais être à 30 € de charges par mois uniquement pour payer les services de la personne qui fait le ménage dans les parties communes, l'ampoule, les différentes ampoules et le compteur électrique des communs, et c'est tout, il n'y a rien d'autre à provisionner. Ensuite, il y a tout ce qui va être taux d'occupation, mais ça c'est pas une charge, c'est juste un paramètre à considérer pour justement bien voir si votre bien immobilier va se louer 12 mois sur 12 ou plutôt 10 mois sur 12. Après, le coefficient d'amortissement annuel, ça pour le coup, c'est ce qu'on appelle une charge fictive, une charge non décaissée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez un bien immobilier 300 000 € et que vous l'amortissez sur 30 ans, vous allez pouvoir rajouter 10 000 € de charge. 300 000 € divisé par 30, ça fait 10 000. Donc, vous allez pouvoir ajouter à votre bilan comptable 10 000 € de charge fictive au titre de l'amortissement du capital. C'est donc une charge qui est dite non décaissée, mais qui est quand même considérée dans le bilan, que vous soyez en LMNP au régime réel ou que vous soyez également en SCI, en Société Civile Immobilière, uniquement si vous êtes fiscalisé
à l'impôt sur les sociétés. Dans les charges, vous devez également considérer votre fiscalité. Donc là, la fiscalité de l'impôt sur les sociétés, c'est 15% entre 0 € de bénéfice et 42 500 € de bénéfice. Et on passe à 25% au-delà de 42 500 € de bénéfice, sachant que le bénéfice, il est très souvent proche de zéro, notamment grâce aux amortissements comptables que vous allez pouvoir faire. Ensuite, il y a la durée d'emprunt que vous allez paramétrer ici, mais ça n'est pas une charge, c'est juste un paramètre que vous allez mettre là. Les intérêts d'emprunt, donc là, effectivement, c'est le taux ici. En cliquant ici, vous allez directement arriver sur des sites internet qui vont vous dire, voilà, sur 25 ans, un taux actuellement, un bon taux actuellement au national, c'est 3,2% avec une moyenne à 3,49%. Voilà, c'est ce genre de paramètres que vous allez considérer pour justement bien renseigner votre projet immobilier dans le calculateur. Et enfin, vous avez votre tranche marginale d'imposition. Cette tranche marginale d'imposition, elle est unique à vous. Ça veut dire que par rapport à vos revenus, par rapport au nombre d'enfants que vous avez, aux parts sociales, à ce que vous pouvez rentrer et faire sortir de votre assiette fiscale, eh bien vous allez avoir différents tranches marginales d'imposition. Il y a une tranche à 0%, il y a 50% du contribuable français qui est justement dans la tranche à 0%. Ensuite, il y a 11%, 30%, 41% et 45%, sachant que les revenus que vous allez avoir vont s'ajouter à ces revenus. Vous devez donc bien les considérer parce que si vous êtes dans une tranche élevée, il va être intéressant pour vous de basculer dans une SCI fiscalisée à l'impôt sur les sociétés qui sera plus opaque et qui va justement vous permettre de gommer un petit peu votre fiscalité personnelle et d'avoir uniquement une fiscalité d'entreprise qui est beaucoup moins prohibitive que la fiscalité personnelle. D'ailleurs, en France, il est beaucoup plus facile de s'enrichir lorsqu'on passe par une société parce qu'elle a une fiscalité qui est beaucoup plus agréable, qui est un petit peu moins encadrée et qui laisse surtout beaucoup plus de liberté. On n'a jamais vu une personne devenir millionnaire uniquement avec son revenu salarié, mis à part si vous êtes PDG d'une grande société du CAC 40 ou que vous êtes Thomas Pesquet ou je ne sais quoi, mais dans la grande majorité des cas, on ne peut pas devenir extrêmement riche, si on est juste salarié. Exception pour les chefs d'entreprise qui sont salariés de leur propre activité et qui font ce qu'on appelle un exit. Ils revendent la totalité de leur société lorsqu'ils prennent leur retraite. Là, effectivement, c'est plutôt la vente de leur société qui va leur faire devenir millionnaire que justement le salaire qu'ils se sont versés. Donc, pensez bien à ça, d'où l'importance, si vous souhaitez vraiment créer un gros capital immobilier et vivre de vos revenus, mais vraiment avec des revenus très confortables, je parle de 10, 15, 20 000 € par mois de revenus, il faudra passer par des sociétés civiles immobilières dédié à ça avec la fiscalité de l'impôt sur les sociétés, car en plus, ce sont les sociétés qui s'endettent, ça n'est pas vous directement, donc ça vous permet vraiment d'emprunter beaucoup plus. Et contrairement à ce que vous pourriez croire, ça n'est pas compliqué du tout. Et puis après, il y a les provisions pour travaux et frais divers. La grande majorité des investisseurs qui ne sont pas sérieux oublient ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, vous allez provisionner une partie des gains que vous avez gagnés donc sur l'année pour les réinjecter en travaux plus tard. Parce que si vous achetez un bien qui est neuf par exemple et que vous ne provisionnez rien, si dans 10 ans il y a une salle de bain qu'il faut refaire ou qu'il y a des travaux de réaménagement à faire dans un appartement, eh bien vous n'aurez pas provisionné la somme. Et donc vous n'aurez pas un rendement juste. D'où l'importance de bien considérer et de bien gérer votre bien immobilier en bon père de famille en provisionnant les dépenses futures. D'où l'importance de bien considérer le fait que si aujourd'hui vous avez des biens immobiliers rentables en 2026 mais que d'ici 5 ans il y aura des travaux importants à réaliser, eh bien vous pouvez commencer à provisionner tout de suite une enveloppe budgétaire pour vous la constituer et lorsque vous aurez cette dépense qui viendra dans 4 ou 5 ans, vous aurez les finances disponibles. Alors certes, vous pourrez toujours emprunter cette somme auprès d'établissements bancaires, mais ça peut être bien de montrer que vous avez également cette somme-là de côté et que vous n'avez pas tout dilapidé, que vous n'avez pas tout dépensé tout simplement. Donc dans le tableau, comment ça se passe au niveau du récapitulatif des charges? On va ici dans la partie frais et dans la partie frais, il y a les charges annuelles de l'immeuble qui se calculent toutes seules par rapport à ce qu'on a mis dans l'onglet précédent. Il y a également la taxe foncière. Alors ça, pour le coup, la taxe foncière, on peut également, on peut pas la négocier, mais on peut la faire payer par quelqu'un d'autre. Notamment si vous avez un immeuble de rapport et que au rez-de-chaussée de cet immeuble de rapport, vous avez un local commercial, eh bien le commerçant qui occupe votre rez-de-chaussée de votre immeuble peut payer tout ou partie de votre taxe foncière. Je vous dis ça, c'est très intéressant parce que c'est très souvent un montant qui est vraiment important et lorsque les gens ne font pas ça, eh bien le mois d'octobre, qui est en général celui où on paye la taxe foncière, en tout cas moi c'est le mois où je paye toutes mes taxes foncières, c'est le seul mois où je gagne quasiment pas d'argent parce que le montant en fait de mes taxes foncières correspond quasiment à un mois de loyer sur mon année. Donc si vous arrivez à faire payer les taxes foncières justement uniquement lorsque vous avez des immeubles de rapport ou lorsque vous possédez uniquement des locaux commerciaux,
pensez bien à rajouter cette charge auprès de votre locataire dans justement vos baux commerciaux ou vos baux professionnels. Après, l'assurance P&O, elle vient se mettre toute seule. La garantie loyer impayé, elle vient se mettre toute seule. Gestion locative, pareil. Provision pour travaux, frais annexes en location courte durée. Donc là, vous avez un tableau ici sur la droite qui récapitule la totalité des frais que vous pourriez avoir en location courte durée. Si vous avez des frais de ménage, des frais d'électricité, des frais d'eau, de blanchisserie, de fourniture, internet, tout ce qui est aménité. Aménité, ça va être tout ce qui va être chaussons jetables, shampoing, bref, tous les petits accessoires à usage unique que vous allez mettre à disposition justement dans votre logement. Eh bien, vous allez pouvoir justement les mettre ici et le total qui va apparaître là dans la case T47 vont revenir se mettre directement ici dans les frais qui sont là. Voilà. Donc, voilà par rapport à ça. Et puis après, ne pas oublier que la banque qui va vous prêter l'argent va vous facturer, certes, il y a des frais dossiers, mais il y a aussi des frais de tenue de compte, des frais d'émission de chéquier, des frais d'émission de carte bancaire, etc., etc. Ces frais-là, il faut également en tenir compte parce que vous allez pouvoir les passer en charge justement dans le bilan comptable de votre opération. Et vous avez bien sûr tout ce qui est frais comptables, impôts sur les sociétés pour la déclaration, pour le bilan annuel, et puis également pour tout ce qui est CFE, la cotisation foncière des entreprises. Je vous rassure, elle n'est pas énorme, mais il faut quand même la considérer. Ça peut être 100, 150, 200 euros par an, par exemple, pour une SCI. Vous devez quand même le considérer parce qu'en tant qu'investisseur intelligent, vous devez maîtriser la totalité des paramètres de votre projet immobilier. Après, c'est tout ce qui est banque, c'est tout ce qui est recettes, tout ce qui est fiscalité en fonction de ce que vous aurez. Et puis, vous avez les résultats qui sont là partout, qui apparaissent là lorsque vous renseignez le tableau. Et vous avez les résultats imprimables qui sont ici. Donc les amis, ce tableau, il est cadeau, il est pour vous. Vous avez également des vidéos qui sont ici pour vous expliquer comment bien gérer avec de véritables simulations. Donc n'hésitez pas à le télécharger et chaque fois que vous faites une nouvelle simulation, travaillez avec une version vierge pour regarder un petit peu l'évolution des différents projets que vous simulez pour voir un petit peu laquelle a la meilleure rentabilité. Vous avez toujours ici dans l'onglet financement tout en haut le rendement brut et le ratio crédit sur loyer avec le fameux respect de la règle des 70%. Mes amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider un proche. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre personnellement à toutes vos questions. En attendant les amis, je vous souhaite de bons investissements et crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!